je vous propose qu'on commence avec la présentation de cette étude dont la chercheuse principale est Christine Brabant et à laquelle je participais. Donc moi, c'est Christiane Kaiva. J'y ai participé avec Joël Coutreau et Marine Dumont pour la collecte des données, l'analyse et la rédaction des articles qui vont sortir sous peu. Alors, la problématique est la suivante et la question qui en découle est celle que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, comment les parents peuvent contribuer au renouvellement institutionnel en éducation. Donc, tout d'abord, il faut préciser que pour participer à cette démocratie scolaire et éventuellement avoir une influence systémique, les parents doivent tout d'abord s'impliquer à l'école que fréquentent leurs enfants. Alors, cela peut sembler évident, cependant, compte tenu de cette contrainte, les parents intéressés par des formes éducatives différentes, comme par exemple l'école à distance, l'école alternative, l'apprentissage en famille ou encore l'école autochtone au milieu urbain, ils sont laissés sans cet espace de participation qui est par contre possible pour les enfants, pour les parents dont les enfants vont à l'école traditionnelle. Donc, en fait, il est difficile d'identifier les instances adéquates pour discuter de propositions différentes par rapport au modèle scolaire traditionnel qui est en place. Et c'est donc dans cette perspective que cette étude vise à mieux comprendre comment les parents peuvent contribuer démocratiquement au renouvellement institutionnel en éducation au Québec. Alors, le cadre théorique est celui de la gouvernance réflexive, développé par Jacques Lenoble et Marc Méchalk. Selon cette théorie, toute institution doit prévoir des dispositifs participatifs et des mécanismes d'autorenouvellement pour remplir sa mission de façon démocratique et répondre aux besoins des nouvelles générations de la société. Donc, il s'agit de deux philosophes qui ont étudié les étapes de l'apprentissage démocratique nécessaires de la part des acteurs collectifs et de l'institution, comme on le verra un peu plus loin. Pour voir si ces mécanismes sont en place au Québec, nous avons étudié l'évolution de 4 cas. Donc, comme je l'ai cité tout à l'heure, l'école à distance, et c'est de ce cas-là que je vais parler aujourd'hui, l'apprentissage en famille, l'école alternative et l'école autochtone en milieu urbain. Pour chacun de ces cas, nous avons relevé les démarches que les parents ont réalisées, les rôles qu'ils ont joués dans les dispositifs participatifs existants et ainsi que les processus d'apprentissage démocratique réalisés à travers les interactions entre les parents et l'institution. Donc, comme je le disais, dans cette communication, je ne vais pas présenter ces 4 cas, mais je vais vraiment me concentrer sur le cas de l'école à distance qui est défini comme l'offre par le système éducatif du programme de formation primaire et secondaire au complet aux jeunes en âge de fréquenter l'école primaire et secondaire, donc en remplacement de la fréquentation scolaire. Et les questions, comme je le disais, sont les suivantes. Quelles démarches les parents ont réalisées? Quel rôle des dispositifs participatifs? Quels autres rôles les autres acteurs ont joué? Et est-ce qu'il y a eu un processus d'apprentissage démocratique? Pour ce qui est de la méthodologie, nous avons collecté des données sous la forme de publications gouvernementales, scientifiques, médiatiques sur le thème de l'éducation à distance entre 1998 et 2017. Et nous avons aussi interviewé 2 experts justement de ce cas, donc de l'école à distance au Québec. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, le premier résultat
un peu déprimant ou réjouissant, dépendamment de ce qu'on pense de l'école à distance, c'est qu'entre 1946 et 2018, il n'y a pas eu de progression aucune. C'est-à-dire que donc, il faut savoir déjà tout d'abord que le Québec est la seule province canadienne sans offre de services éducatifs complets à distance ou en ligne pour les jeunes du primaire et du secondaire, alors que les autres provinces canadiennes ont recours à des plateformes gouvernementales qui offrent l'école à distance et font aussi appel à des entreprises privées comme fournisseurs de contenu. Au Québec, par contre, il y a deux lois. Déjà, la LIP, qui exige la fréquentation scolaire, et la LEP, qui stipule que l'école à distance est interdite aux établissements d'enseignement privé, sauf mention de permis, ce qui n'a pas encore été accordé à aucune école. Donc, voilà, les seuls services actuellement, donc encore aujourd'hui, les seuls services d'enseignement à distance autorisés le sont vraiment pour des circonstances très particulières, comme les cours de rattrapage l'été ou les cours de soutien scolaire d'appoint. Mais les évaluations finales demeurent toujours la prérogative du ministère. Un autre résultat intéressant concerne celui des démarches réalisées par les parents. Donc, les parents ont mené des démarches, mais elles sont vraiment minoritaires. Donc, il y a eu quelques démarches, mais plutôt ponctuelles et individuelles. Certaines demandes ont été motivées par le manque de flexibilité des cours de rattrapage, qui se déroulent à des dates bien précises durant l'été, donc ce qui n'est pas toujours très pratique pour les parents. Et cela, donc ces quelques demandes quand même existantes, a engendré en 2001 la création de cours d'appoint offerts en ligne par certaines commissions scolaires et certaines écoles privées membres de la FEP. En 1996, fut créée la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec, la SOFAD, que vous connaissez certainement. C'est un organisme qui conçoit le matériel de formation à distance de niveau secondaire, mais qui est autorisé à le dispenser uniquement pour les adultes raccrocheurs, donc pas pour les élèves voilà, du primaire ou du secondaire. Cette société, elle est très régulièrement interpellée par des parents qui cherchent une solution pour l'éducation de leurs enfants, par exemple lors d'un séjour à l'étranger ou lors du choix de l'apprentissage en famille. Alors, ce qui arrive, c'est que ces parents qui souhaiteraient suivre le programme éducatif québécois, mais à distance, pour les raisons évoquées, ils ne peuvent pas le faire au Québec. Alors, ce que la SOFAT fait, c'est qu'il les réfère au service de la formation à distance de la France, de la Belgique ou de la Colombie-Britannique. La FEP aussi reçoit des demandes dans ce sens et dirige les parents vers les services d'autres provinces comme l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick, ce qui est un tout petit peu paradoxal, mais il n'y a pas d'alternative à ce jour. Pourtant, cette absence, on peut dire qu'il y a une absence de mobilisation d'envergure parentale, ne s'explique pas par l'absence de besoins des jeunes. Alors, la SOFAD, justement, en 2005, avait préparé un avis sur l'éducation à distance au Canada. Et à partir de cet avis, de cette étude, elle affirmait qu'un service au Québec répondait à plusieurs besoins. Par exemple, les besoins des petites écoles en régions éloignées, l'apprentissage en famille, les services éducatifs spécialisés, les enfants qui sont absents de l'école pour de longues périodes pour des maladies, les élèves sportifs ou artistes, de nouveau, qui doivent être absents pour des longues périodes. Donc, il y a un besoin. Et la SOFAD a aussi recueilli des témoignages de jeunes affirmant que l'accès à l'école à distance était nécessaire. Cependant, voilà, il n'y a pas eu de demandes généralisées, mais plutôt des demandes individuelles.
Un autre élément qu'on a observé, c'était le rôle joué par les dispositifs participatifs. Alors, de nouveau, le constat est qu'il n'y en a pas eu. Donc, si on prend de nouveau notre perspective théorique, celle de la gouvernance réflexive de l'éducation, on constate que les dispositifs participatifs et décisionnels du système éducatif comprennent les instances démocratiques suivantes, donc les conseils d'établissement, les comités de parents, les conseils des commissaires, mais de nouveau dans la période étudiée, donc entre 1998 et 2017, ceux-ci n'ont joué aucun rôle pour la progression de l'éducation à distance. Selon un des experts que nous avons interviewés, les instances démocratiques du système éducatif n'ont pas contribué à l'avancement de ce dossier, tout simplement parce que les membres qui y siègent n'ont pas vraiment de vision sur le moyen long terme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de parents qui s'engagent dans les comités justement de parents pendant que leurs enfants fréquentent l'école. Mais une fois que l'enfant quitte l'école, le parent aussi quitte le comité. Donc, on a des objectifs qui sont plutôt centrés sur l'ici et le maintenant plutôt que sur le moyen et le long terme. On constate aussi un manque au niveau de la représentation des élèves au sein de ces instances participatives. Ils sont très peu représentés aux côtés des parents, des enseignants, des professionnels, donc ils n'ont pas de poids dans ces instances officielles pour faire part de leurs besoins qui sont cependant réels. Et un troisième élément que nous avons souhaité analyser, c'était quels autres facteurs ou acteurs interviennent pour l'avancement de ce dossier. Donc, parmi les éléments facilitants, nous avons vu qu'il y a eu quand même une certaine mobilisation d'organisations publiques et privées au sein du système éducatif, comme le témoignent les initiatives de certaines commissions scolaires, de la SOFAD, de la FEP ou des organisations comme Alloprof ou des entreprises comme Études Secours. Donc, il y a eu des démarches qui ont développé surtout des ressources et une offre qui répond à certains besoins particuliers dans le respect évidemment des limites imposées par la loi. Donc, aussi des travaux de réflexion en 2003, en 2005 et en 2011 ont eu lieu au ministère de l'Éducation. Ces travaux de réflexion suggéraient une certaine ouverture du système éducatif pour le développement de l'éducation à distance. Et aussi en 2015, la protectrice du citoyen a recommandé au ministère d'évaluer la possibilité d'élargir l'accès aux programmes de formation à distance aux jeunes scolarisés à la maison qui sont donc âgés de moins de 16 ans. Donc, il y a eu un certain nombre de démarches. Cependant, il y a eu aussi plusieurs obstacles, notamment d'ordre politique. Donc, d'après les experts que nous avons interrogés, les principaux obstacles se situent surtout au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, ils observent au fil des années un certain manque de volonté politique pour faire avancer ce dossier. On dirait que, d'après les experts, le ministère ne souhaite pas prendre de risques financiers et politiques pour développer lui-même une école virtuelle publique. Mais en même temps, il refuse aussi d'accorder aux entreprises privées, aux commissions scolaires, les moyens pour le faire. Les experts, justement, que nous avons interviewés, constatent également que le fait qu'au ministère, il y a un certain roulement de personnel, une culture fonctionnariste et un peu nuisible à l'innovation, peut-être que ne permettent pas d'avoir un contexte favorable pour des démarches justement innovantes. Par rapport aux éléments maintenant qui sont déterminants justement pour faire avancer ce dossier,
on peut dire que parmi les éléments déterminants, donc ceux qui jouent un rôle crucial, il y a certainement l'influence individuelle de certains acteurs clés, comme les hauts fonctionnaires et les ministres. Il y a aussi certainement l'évolution des mentalités par rapport à l'école et à l'éducation. Alors, compte tenu de la période que nous avons vécue et que nous vivons encore à cause de la pandémie et de l'école à distance, on peut imaginer que les mentalités ont changé. Mais voilà, la situation, en tout cas en 2017, était encore celle que je viens de décrire. Par rapport donc, à un autre élément qui nous intéressait, c'était le processus d'apprentissage démocratique et on voulait voir s'il y en avait eu un de la part des différents acteurs. Ce qui ressort, c'est que aucun apprentissage démocratique a été réalisé par les parents, puisque leurs démarches, comme je l'ai dit, elles sont plutôt individuelles, ponctuelles et isolées auprès de la SOFAD ou de la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Selon notre cadre théorique de la gouvernance réflexive, le cas de l'école à distance se situe donc pour l'instant à l'étape de l'action individuelle. Donc, où ce sont des individus qui recherchent des solutions à leur propre insatisfaction ou leurs propres besoins, mais il n'y a pas encore un regroupement ni des actions collectives. Les experts ne pensent pas qu'il y ait eu un apprentissage institutionnel non plus, puisque, comme on le disait, il y a un roulement, les décideurs changent sans cesse. S'il y a eu un apprentissage, il y en a eu un surtout au niveau individuel, par exemple chez les professionnels qui ont travaillé au projet de formation à distance à la direction des ressources didactiques. Et les experts considèrent par ailleurs que le travail ayant mené à l'avis de la SOFAD représente l'apprentissage collectif réalisé sur l'éducation à distance. Aussi, la FEP a réalisé des apprentissages politiques dans ses tentatives d'influencer le ministère de l'Éducation dans ce sens. Voilà, pendant la période que nous avons étudiée, donc de 1998 à 2017, l'école à distance au Québec n'a pas porté une action collective des parents. Les dispositifs participatifs du système éducatif n'ont pu jouer aucun rôle dans ce sens, puisqu'ils sont conçus pour la gouvernance des écoles. Ce sont des organisations publiques et privées du niveau intermédiaire qui ont fait des représentations et développé des ressources qui visent la création d'une offre complète de l'éducation à distance ou virtuelle. Cependant, le pouvoir de les autoriser et de les soutenir est concentré au ministère de l'Éducation, dont les appuis, de nouveau, en tout cas pendant la période étudiée, étaient vraiment très, très minces. Donc, il apparaît que pour faire entendre des besoins éducatifs qui ne sont pas rassemblés localement, notre système éducatif au Québec n'offre pas d'instance participative qui permet de se faire entendre au niveau du ministère. De nouvelles avancées se font quand même ces dernières années. Donc, en effet, en novembre 2017, la loi 144 visant principalement la révision de l'encadrement de l'AEF a permis au ministre de l'Éducation de lancer un projet pilote pour l'école à distance et d'autoriser donc une commission scolaire ou une école privée à offrir de tels services selon les normes en vigueur au Québec. Donc, en 2017, il y a quand même eu cette ouverture. En plus, le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur lancé en 2018 comprend la mesure 19. Je la cite, donc favoriser le déploiement de la formation à distance à l'enseignement primaire et secondaire. Donc, il y a quand même eu une avancée avec ce point-là. Et puis finalement, évidemment, l'événement le plus marquant, c'est celui de
la pandémie en 2020, qui a mis en lumière les avantages et aussi les inconvénients de l'éducation à distance. Alors, conclusion, bon, ces avancées récentes au Québec que je viens de mentionner en matière d'éducation à distance, elles tombent bien. En tout cas, c'est le moment approprié pour de nouveau parler, aborder ce sujet. Cette modalité d'éducation, on l'a vu, elle devient utile partout dans le monde avec la fermeture qu'on a assistée partout, d'écoles primaires et secondaires. Donc, les systèmes éducatifs ont développé des ressources pour mobiliser rapidement cette école à distance. Est-ce que c'est le cas au Québec? Alors, il importe quand même de garder en tête les limites de cette forme d'éducation. Alors, il y a des avantages, mais il y a aussi des limites. Et donc, on va continuer à poursuivre les recherches scientifiques sur ce sujet, justement sous l'angle aussi de la gouvernance des systèmes éducatifs et sous l'angle aussi de la participation et des parents et des élèves aux orientations politiques et à l'innovation. Donc, on peut imaginer que peut-être des démarches collectives seront faites dans les prochaines années ou dans les prochains mois dans ce sens. Voilà, donc ici quelques références.